Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point sur les livres qui ont marqué mon année 2020. On est au mois de décembre, c'est un peu le mois des bilans pour tout le monde. On fait le bilan de sa vie, de son année, de ce qu'on a accompli, et ce qu'on n'a pas accompli. Mais moi, je me suis dit que j'allais me concentrer sur le positif et sur les livres que j'ai lus cette année, ce qu'ils m'ont appris. Donc j'ai envie de partager ces 4 livres avec vous. C'est parti. Petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo, la plupart des livres que je lis sont des livres en anglais. Je suis même pas sûr qu'ils aient des traductions en français. Si c'est le cas, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo, vous inquiétez pas. C'est vrai que si vous lisez pas du tout en anglais, ça va être un petit peu compliqué. Pour autant, l'anglais que je lis dans ces livres est pas compliqué à comprendre. Donc si vous avez des notions, vous devriez y arriver sans problème. Et puis ça peut être aussi une bonne raison de se challenger et d'essayer de commencer un livre en anglais. On commence avec The Daily Stoic, 366 méditations pour vous et votre bonheur. C'est un livre en anglais qui n'existe pas, je crois, en français et qui, du coup, comme son nom l'indique, présente 366 méditations, une par jour, du coup. Ce livre est inspiré de textes qui ont été écrits par des philosophes. On a Sénéca, Épictète, on a Marc Aurélien aussi, qui est mais du coup qui est très connu pour son texte Pensée pour moi-même, que j'ai lu aussi d'ailleurs, donc ça m'a beaucoup aidé pour comprendre mieux ce livre. Les auteurs ont repris les textes les plus célèbres de ces philosophes et donc empereurs pour Marc Aurélien, et ils les ont divisés en 12 thèmes différents, répartis du coup sur les 12 mois de l'année, et pour chaque jour ils ont pris un extrait d'un texte et l'ont expliqué. On a par exemple au mois de janvier, je crois que c'est la clarté au mois de janvier. En septembre, on a la résilience. Au mois d'octobre, on a la vertu et la gentillesse. Au mois de décembre, on a tout ce qui touche à la mort et comment mieux appréhender la mort. Plus on se lit le livre et plus on se rend compte que les mots qui ont été écrits il y a des siècles sont toujours valables aujourd'hui, et c'est ça qui est assez sympa. C'est un livre qui est très simple à ajouter à sa routine quotidienne. Il y a une méditation par jour, ça prend 5 minutes à lire à peine. Il y a pas mal de méditations que j'ai extraites du livre et que j'ai un peu reformulées à ma manière, que j'ai écrit dans un journal pour pouvoir m'en inspirer un peu au quotidien et y revenir de temps en temps quand je me sens un peu perdu et que je me dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie, ou est-ce que je fais le bon choix, ou que je cherche des réponses à certaines de mes questions. C'est un livre que je vous recommande si vous cherchez à vous laisser un petit peu plus aller dans votre vie quotidienne, pas dans le sens faire tout et n'importe quoi, mais plutôt dans le sens moins se laisser emprisonner par les événements qui peuvent arriver dans notre vie quotidienne et qui peuvent vite nous changer notre état d'esprit et nous conditionner à avoir une mauvaise journée. C'est un livre qui apprend à être résilient, à être patient, à moins prendre les choses aussi personnellement. C'est un projet sur le long terme, ce livre, puisque normalement on est censé en lire une méditation par jour. Donc pendant un an, on a le temps de passer par différentes phases dans notre vie et donc de voir comment est-ce que ces différentes méditations collent à notre vie quotidienne, aux situations qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Ça, c'est super intéressant. Ces méditations sont faites pour nous faire réfléchir sur la manière dont on vit notre vie au quotidien et sur la manière dont on réagit face aux situations qui nous sont apportées. Si vous voulez le lire, du coup, The Daily Stoic, 366 méditations. Le second livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Digital Minimalism by Cal Newport. Ce livre, je vais en faire une vidéo un peu dédiée. Je pense que je vais essayer de lire un peu plus de contenu sur le minimalisme digital avant de faire une vidéo dessus, mais une très bonne source d'information. Ce livre fait un peu une critique des relations qu'on a aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Comment est-ce qu'aujourd'hui on utilise les nouvelles technologies? Est-ce qu'on les utilise de manière saine? Et comment, si ce n'est pas le cas, on peut faire pour essayer d'être un peu plus conscient de la manière dont on utilise ces technologies pour avoir une vie plus saine. Le livre est divisé en 2 parties. Dans la première partie, il explique tout le concept de minimalisme digital qui est très inspiré du minimalisme classique qu'on connaît tous. Et dans la deuxième partie, il explique concrètement comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un usage plus sain des nouvelles technologies, comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer les activités liées aux nouvelles technologies qu'on utilise tout le temps pendant notre temps libre par des activités qui apportent beaucoup plus de satisfaction, qui sont des activités qui n'ont souvent rien à voir avec les nouvelles technologies. Le minimalisme digital, c'est un concept que je trouve hyper intéressant parce que de la même manière qu'on a tendance à surconsommer dans notre vie de tous les jours, des objets du quotidien, et bien sans s'en rendre compte, on surconsomme aussi énormément les médias et les nouvelles technologies de manière générale. On est de plus en plus nombreux à avoir grandi avec les nouvelles technologies sans jamais avoir vraiment été formés, éduqués sur la manière dont il fallait s'en servir. Jusqu'à ce que je lise ce livre ou que je réfléchisse par moi-même, je me suis jamais dit tiens,
ce serait bien qu'on nous apprenne à nous servir des technologies de manière saine. C'est un concept qui m'était jamais venu à l'esprit et pourtant qui a l'air assez évident. Après, le programme qui est proposé est assez lourd. Dès le début, il propose une détox, il demande une détox en fait de 30 jours, ce qui peut faire peur si on passe d'un usage intensif des nouvelles technologies à un usage nul. Après, il y a des exceptions qui sont indiquées dans le livre. Par exemple, si vous avez des enfants et que vous avez besoin d'être en contact avec eux pour savoir si tout va bien, pour savoir à quelle heure ils rentrent, etc. Ou même, par exemple, si vous avez besoin d'accéder à vos mails pour le travail, il y a des exceptions. Vous avez toujours accès à vos mails, vous avez toujours accès à WhatsApp si vous avez besoin. Mais de manière générale, on élimine le plus possible les nouvelles technologies et les distractions liées aux nouvelles technologies. Tout en essayant du coup de se rapprocher un peu de ces valeurs et de redécouvrir qu'est-ce qui compte réellement pour soi. Et dans la deuxième phase, on réintègre peu à peu les nouvelles technologies dans notre quotidien, tout en prenant en compte les valeurs qu'on a révélées en fait pendant la première phase pour savoir si les technologies qu'on réintègre viennent nourrir ces valeurs ou pas. Et si c'est pas le cas, eh bien c'est que les technologies sont pas essentielles et donc on peut s'en séparer. Enfin, là je vous résume un petit peu le principe, mais il y a bien plus de détails, bien plus de tips dans le bouquin. C'est un bouquin que je vous conseille vivement. Il y a un documentaire aussi sur Netflix qui s'appelle Derrière un écran de fumée, je crois que c'est ça le titre. Derrière l'écran de fumée. Le documentaire explique comment est-ce que les fonctionnalités présentes dans les réseaux sociaux, du bouton j'aime, au bouton partage, au bouton identification des amis, comment est-ce que ces fonctionnalités ont été pensées pour tromper votre cerveau et l'obliger à nourrir cette espèce d'addiction envers la plateforme et vous obliger à y revenir. Et la critique, en fait, le point qui est soulevé par ce livre et par le documentaire, c'est pas qu'on utilise les réseaux sociaux pour la mauvaise raison, c'est qu'on ne les utilise pas de la bonne manière. Et c'est pas de notre faute vraiment si on n'utilise pas les réseaux sociaux de la bonne manière et les nouvelles technologies, c'est qu'ils ont été construits pour tromper notre cerveau et l'obliger à avoir ce comportement qui n'est pas sain. Mais bon voilà, je m'arrête là pour le minimalisme digital, je vais essayer d'en faire de toute façon une vidéo dédiée parce que je trouve que c'est hyper important. Troisième livre que je partage avec vous et qui a marqué mon année, c'est 100 ans de solitude. C'est un classique de la littérature espagnol, enfin c'est pas un livre espagnol mais écrit en espagnol, mais c'est un classique de la littérature de manière générale. Le livre relate l'histoire de la famille Buendia qui vient s'installer au début de l'histoire dans le village de Macondo. Il faut savoir que dans le livre il n'y a aucun repère spatio-temporel, il y a seulement l'âge des personnages, enfin le fait de voir les personnages vieillir qui nous aide à comprendre à peu près où est-ce qu'on en est et du coup à quel moment le personnage qui était enfant devient ado puis adulte. Et sinon à part ça il n'y a aucun repère spatio-temporel. De plus les personnages ont souvent des noms très similaires, enfin les mêmes noms de famille, les mêmes prénoms mais pas dans le même ordre. Du coup il faut se concentrer pour lire le livre, surtout qu'il est assez long. L'histoire se déroule sur 7 générations. Vous pouvez voir qu'il reste encore quelques pages à lire, c'est ma mère qui est en train de le lire, elle m'a fait la même remarque en plus que tout le monde se fait, c'est que c'est compliqué de suivre les personnages parce qu'ils ont des enfants, des petits-enfants. Il y a l'un des personnages principaux qui a des enfants avec des inconnus au moment où il part à la guerre. Certains événements qu'il y a dans le livre sont le reflet des événements qui sont passés réellement en Colombie. Donc on va voir la famille passer par des moments de joie intense et des moments de partage, de prospérité et des moments de décadence où la mort vient frapper le village et vient frapper la famille puisque on suit la famille sur cette génération, donc forcément il y a énormément de morts, mais la manière dont la disparition des personnages est racontée est extrêmement bien écrit. C'est mes meilleurs passages, enfin, c'est trop bizarre de dire ça mais c'est vraiment les meilleurs passages pour moi de l'histoire. Je les trouve tous extrêmement bien décrits. On voit vraiment que l'auteur respecte les personnages et la vie des personnages dans la manière dont ils racontent leur décès, en fait leur mort. Et sur une note un peu plus personnelle, la manière dont le village est décrit par moments me rappelle beaucoup le village où j'ai passé beaucoup d'été au Portugal. Donc tout ça crée un attachement en fait aux personnages et à l'histoire et au village du coup qui est vraiment unique. Le dernier livre que j'ai lu qui a été marquant pour mon année 2020, c'est The Mastery of Love by Don Miguel Ruiz. C'est un livre qui m'a marqué parce que la théorie qui est exposée dans ce livre est, je trouve, très intéressante. Est-ce qu'elle est réaliste ? Ça, c'est à discuter, mais en tout cas, elle est hyper intéressante, elle a le mérite d'exister et elle est très intéressante. C'est typiquement le genre de livre dont j'adore parler à mes proches quand j'ai fini de les lire. J'aime bien avoir leur avis sur la question. Là, c'est la question de l'amour.
Et en fait, l'auteur dans ce livre explique comment est-ce que les relations amoureuses devraient, je dis bien devraient entre guillemets parce que il donne pas de leçons, mais il explique vraiment comment est-ce que les relations auraient une meilleure chance de vivre et d'être vécues pleinement si elles étaient faites de telle manière. Pour l'auteur, il ne peut y avoir de relation qu'entre deux personnes. Même si vous avez deux meilleurs amis, deux mecs, trois meufs, là n'est pas la question. Vous avez une première relation avec la première personne, une première relation avec la deuxième personne, mais ces relations sont uniques. Et il explique qu'en fait dans les relations, chaque partie, donc les deux parties, sont responsables pour 50% de la relation, et seulement ces 50%. Mais il explique que la plupart du temps, dans les relations, l'une des parties va essayer de s'occuper de plus que 50% de la relation et essayer d'empiéter en fait sur les 50% qui appartiennent à l'autre personne. Et c'est ça qui endommage la relation. Si les deux parties s'acceptent à 100% et s'occupent chacune de ces 50%, alors elles n'ont plus qu'à profiter ensemble des meilleurs moments et des moments de bonheur ensemble. C'est dans les grandes lignes ce qui est un petit peu expliqué. Après, dans le livre, l'auteur va plus loin et c'est pas la seule notion qui est expliquée, mais je trouve que c'est la notion la plus marquante du bouquin. Et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant parce que c'est vrai que dans la plupart des relations humaines, même des relations de couple d'ailleurs, il y a souvent une des parties qui essaie de corriger la seconde, qui essaie de la modeler plus à sa manière au lieu d'accepter à 100% la personne comme elle est. Évidemment, c'est une théorie qui est assez idéaliste et qui a ses limites si on la confronte aux réalités de la vie quotidienne. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont on pouvait voir les relations humaines sous de nouvelles formes. Voilà, on a fait le tour des 4 livres qui ont marqué mon année 2020. J'en ai déjà d'autres dans ma bucket list que j'ai reçus et que vous avez déjà pu voir dans mes précédentes vidéos. J'ai hâte de les lire, j'ai hâte de voir ce que l'année 2021 va me réserver en termes de lecture. N'hésitez pas à laisser en commentaire les livres qui ont marqué votre année 2020 et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez faire partie de cette communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite. Bye!